Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 avril 2021. Comme désormais depuis plusieurs mois, nos conférences ne se déroulent plus à la salle du Sénéchal à Toulouse, mais dans les locaux de notre association. Nous sommes toutefois en direct via la plateforme de visioconférence Zoom. Je salue les adhérents qui sont présents et leur précise qu'ils peuvent poser des questions succinctes via le chat qui apparaît en bas à droite de leur écran. À l'issue de la conférence, nous sélectionnerons certaines de ces questions et les soumettrons à nos intervenants. Ceux qui peuvent être en direct avec nous ce soir pourront nous retrouver sur le site internet de notre association www.unpi31.fr. Nous remercions nos intervenants qui ont accepté d'être filmés. Le thème de la soirée porte donc sur les placements financiers et nous examinerons quels sont ceux qui sont à considérer en 2021. Pour nous éclairer, nous accueillons Benoît Lartigot, gérant de la société LS Patrimoine Conseil, partenaire de l'UNPI 3109, et Thibaut Rueda, conseiller en gestion de patrimoine de la même société, également consultant à l'UNPI 3109 depuis plusieurs années. Benoît Lartigot, pouvez-vous nous présenter brièvement LS Patrimoine Conseil? Oui, LS Patrimoine Conseil est une structure que j'ai créée il y a maintenant presque 20 ans avec mon épouse. Nous sommes aujourd'hui 6 au sein de la structure. Nous gérons environ 150 millions d'euros, ce qui doit correspondre à peu près 6 ou 7 agences bancaires. Nous avons une spécificité au sein du cabinet, c'est que nous sommes tous juristes de formation, donc c'est vrai que nous abordons toujours le dossier par le biais juridique. Et une particularité également, c'est que nous sommes totalement indépendants, donc nous avons une approche, je crois, assez objective dans la gestion de patrimoine, puisque c'est notre domaine d'intervention. Voilà. Merci. Et vous, Thibaut Rueda, pouvez-vous vous présenter en lien avec votre activité à la Chambre des propriétaires? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis donc un des collaborateurs de Benoît Lartigot et je suis maintenant consultant à l'UNPI sur des consultations fiscales et patrimoniales depuis 2013. Donc, ça fait quand même plusieurs années. Voilà. Très bien. Alors, que faut-il retenir de la conjoncture actuelle et de l'épargne des Français qui a considérablement augmenté en 2020? Alors, en effet, la crise sanitaire qu'on vit tous actuellement a entraîné une mise en épargne des Français assez historique, hein, puisque comparativement aux années précédentes, les Français ont beaucoup plus épargné. C'est notamment lié à des contraintes de déplacement et au fait que la plupart des commerces sont fermés. Donc évidemment, les gens ont économisé. La question se pose de comment optimiser cette épargne, ces liquidités, comment la détenir en fonction de ses objectifs. Donc ça, c'est une donnée assez importante depuis maintenant un petit peu plus d'1 an qu'on est tous face à cette crise sanitaire. Sur le plan de la conjoncture financière et économique plus en particulier, il y a effectivement la crise sanitaire a eu un impact sur les marchés financiers, sur le plan financier, qui étaient des marchés financiers qui étaient stables et en bonne santé avant la crise sanitaire. Évidemment, la Covid a entraîné une chute des marchés financiers qui n'a pas finalement duré très longtemps. La reprise s'est faite assez rapidement pour qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est aujourd'hui sur des niveaux, on peut parler par exemple du CAC 40, qui a aujourd'hui dépassé le niveau qui était le sien il y a quasiment 1 an jour pour jour. Donc, le retard a été rattrapé et le retard a presque même été dépassé aujourd'hui. Voilà, donc tout ça amène à un contexte particulier qui fait qu'aujourd'hui, les potentiels investisseurs doivent se poser des questions en préambule. On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Benoît Lartigot, à quoi faut-il toujours être attentif lorsqu'on envisage un investissement? Alors, je crois que quand on envisage un investissement, il faut regarder en priorité le profil de la personne qu'on a en face,
lui poser les bonnes questions, être à l'écoute, pour définir évidemment le type de placement en fonction de l'âge, en fonction de sa capacité à prendre des risques ou pas, en fonction de différents finalement critères. Je crois qu'il est important également de regarder la qualité de la signature, si je puis dire, de l'interlocuteur qu'on aura en face. Quand je parle d'interlocuteur, je peux parler de banque, de compagnie d'assurance, d'investisseurs immobiliers, enfin de promoteurs immobiliers ou autres placements financiers. Je crois que c'est très important de regarder la qualité vraiment et la solidité de ces interlocuteurs. Il me semble que c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas forcément regarder, qui est relativement important. Et je dirais également qu'il est important de regarder la structure des frais qui peuvent être présentés lors d'un investissement, puisque ça, c'est un sujet relativement nébuleux quand même dans nos métiers. Et je pense qu'il est important que les interlocuteurs puissent se poser les bonnes questions et en tout cas de s'interroger sur ce sujet qui peut être relativement austère. Voilà. En gros, je dirais ce qu'il faut aujourd'hui pouvoir respecter. Oui. Je rajouterai aussi une notion que Benoît a évoquée, sur laquelle on va revenir plusieurs fois, c'est évidemment le profil d'investisseur, mais aussi la notion, quand on parle des marchés financiers en général, c'est la notion d'échelle de liquidité qui est étroitement liée à son profil d'investisseur et à ses objectifs. Donc, si on a des sommes qui sont plus ou moins disponibles, on va conseiller différentes stratégies. Donc, on reviendra dans le déroulé de l'interview sur cette notion-là, mais c'est effectivement une notion qui est importante. Oui, tout à fait. Alors, commençons par les produits et livrets bancaires. Que trouve-t-on et quelles sont leurs caractéristiques? Alors, sur ce qu'on appelle les placements et livrets bancaires, il y a deux grandes familles. On va distinguer ce qu'on appelle les livrets de liquidité, que vous connaissez tous, comme le livret A ou le LDD, qui a plusieurs spécificités. La première est effectivement une absence totale de fiscalité, que ce soit prélèvements sociaux ou impôts. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, la disponibilité des fonds qui sont placés sur ces livrets, puisque tout un chacun a la possibilité de faire ses propres virements de compte à livrer sans frais et de manière totalement instantanée. Le livret ou le LDD ont des taux de rémunération qui sont assez faibles, puisqu'on parle de 0,50 pour le livret A, mais j'ose dire que ce n'est pas forcément l'élément prédominant, la qualité première de ces livrets, puisque la vraie qualité d'un livret A ou d'un LDD, c'est l'absence totale de fiscalité. Une fois qu'on a compris le fonctionnement de ces livrets-là, on va avoir tout un tas de produits bancaires. Je peux citer par exemple le compte titre, le compte à terme, le compte sur livret, qui sont des placements dont une des qualités est aussi la disponibilité, qui est souvent moindre que le livret A ou que le LDD. En revanche, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas la même chose, puisque beaucoup de ces contrats sont traités à ce qu'on appelle la flat tax, qui a été instaurée par la loi Macron, qui est un taux d'imposition global, prélèvements sociaux compris, qui est de 30% aujourd'hui. Il y a un dernier placement qui est un petit peu à part, qu'il faudrait évoquer rapidement dans ce qu'on appelle les produits et livrets bancaires, c'est ce qu'on appelle le plan d'épargne logement, qui lui est un placement un petit peu particulier, puisque c'est un accord contractuel, souvent avec un établissement bancaire, qui souvent a un rendement qui est aussi contractuel, prédéfini, et qui a plusieurs phases fiscales, puisque aujourd'hui, alors ça varie en fonction de la date à laquelle on a ouvert son PEL, mais on a souvent une période pendant laquelle on n'est pas fiscalisé, puis ensuite on va simplement être assujetti à des prélèvements sociaux, et au bout de quelques années, effectivement, ce plan-là sera aussi assujetti à la flat tax, c'est-à-dire les prélèvements sociaux et l'impôt pour une fiscalité globale à 30%. Donc, l'élément de liquidité est important, mais la notion de fiscalité sur les intérêts générés par les plans est aussi très importante. Oui, je crois que pour rebondir sur ça, les personnes détenteurs de plans d'épargne logement se posent justement pas la question forcément de la date d'ouverture,
Et je pense qu'il est intéressant de regarder cette date d'ouverture parce qu'on voit souvent le placement brut finalement et on a tendance à oublier la fiscalité. Donc, et le banquier ne va pas forcément le rappeler. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. C'est vrai. Et qu'en est-il, Benoît Lartigot, de la fiscalité successorale des produits bancaires? Alors, la fiscalité successorale sur les produits bancaires, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on est entièrement fiscalisé sur la partie des droits de succession. On n'échappe absolument pas à l'impôt lors d'une succession. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on détient sur des livrets. Par expérience, nous voyons des dossiers avec des livrets qui peuvent être très importants. Je parle de livrets sans plafond, hein, pas comme le livret de A ou le LDD qui sont plafonnés. Mais on peut voir des personnes qui détiennent des sommes assez importantes. Hein. Je pense que dans ma carrière, j'ai vu des personnes qui détenaient 500, 600, 700 000 euros sur des livrets. C'est quand même pas neutre. Et là, l'impact des droits de succession est relativement important. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément, du point de vue en tout cas successoral, ce qui se fait de mieux. Voilà. Il y a aussi une notion, justement, par rapport à cette idée de fiscalité successorale, qui, quand on veut faire des investissements financiers, c'est une question qu'il faut qu'on se pose en préambule, de savoir, en l'état actuel de ma situation patrimoniale, ça fait partie de notre travail aussi que d'évoquer ce sujet-là, en cas de décès prématuré, quels sont les droits, hein, chiffrer ou en tout cas faire une estimation des droits dus par les héritiers en cas de décès prématuré est souvent une porte d'entrée à un remaniement du patrimoine, puisqu'on se rend compte, souvent les gens ignorent que puisque ces placements-là sont à 100% taxés dans le barème successoral, que ça génère un impôt qui peut être souvent très important. Donc, quand on veut faire des investissements, la question de savoir l'impact fiscal d'un décès prématuré est très importante. Voilà. De toute façon, ce sont des produits qui ne sont pas adaptés au moyen au long, et surtout au long terme. Ce sont vraiment des produits, comme le disait Thibault en préambule, qui sont adaptés à un projet, enfin, en tout cas, on va dire du court terme, pour éventuellement un projet futur. Mais rester longtemps investi sur des livrets, à mon avis, est une erreur. Très bien. Alors, dès lors, quelle est la solution pour optimiser la transmission de liquidités? Alors, pour optimiser la transmission des liquidités, il y a une solution, la solution la plus adéquate et la solution qui est aussi la solution préférée des Français, c'est évidemment l'assurance vie. L'assurance vie a de nombreuses vertus, mais en particulier des vertus fiscales et en particulier sur le plan successoral, puisque quand on détient un contrat d'assurance vie, ou même plusieurs, hein, un contrat d'assurance vie, il y a, en fonction de son âge, l'âge du souscripteur est très important, évidemment, puisque les règles changent en fonction du fait qu'on ait plus ou moins de 70 ans. Mais retenez deux règles. La première est que pour toutes les sommes versées sur un ou des placements d'assurance vie avant ces 70 ans, on peut transmettre précisément 152 500 € par bénéficiaire. Par bénéficiaire, c'est très important, puisque si on a 3 bénéficiaires, eh bien, on peut multiplier par 3 cet abattement, entre guillemets. Ça, c'est pour les sommes qu'on verse avant ces 70 ans, sur un contrat ou sur plusieurs contrats. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent que placer des sommes avant ces 70 ans en assurance vie est très important, c'est vrai, mais nous, on a une approche un peu différente pour les gens qui ont plus de 70 ans, puisque un nouvel abattement finalement est créé pour ces personnes-là, qui est évidemment moins intéressant que pour les sommes versées avant ces 70 ans, puisque dès lors qu'on a 70 ans révolus, on peut verser jusqu'à 30 500 € sur un contrat d'assurance vie. On peut verser plus, mais toutes les sommes versées après ces 70 ans, dans la limite de 30 500 €, seront également exonérées des droits de succession, et les intérêts que vont générer le placement de ces sommes seront également exonérés. Donc, ce sont deux abattements qui se complètent finalement. L'idéal, c'est que sur une stratégie, sur des gens que l'on va suivre sur le long terme, on va évidemment leur conseiller d'ouvrir des contrats avant leurs 70 ans et de verser avant leurs 70 ans, mais on va aussi leur conseiller de le faire après leurs 70 ans,
justement pour utiliser ce nouvel abattement. L'assurance vie est vraiment aujourd'hui le produit le plus efficace pour transmettre des liquidités en payant, dans la limite des abattements que je viens de vous donner, aucun impôt, et également en ayant une fiscalité beaucoup plus avantageuse que dans le cadre d'une succession classique, puisque pour les sommes qui sont versées avant 70 ans et qui vont au-delà des 152 500 €, il y a une taxation qui est de 20% simplement, jusqu'à un montant assez important, qui fait que comparativement au barème progressif successoral, on optimise aussi les sommes qui dépassent ces fameux abattements. Sur des successions importantes, hein, puisque les premiers abattements sur les droits de succession sont autour de 20%, on y est assez rapidement, mais on monte vite à 30, à 40, à 45 pour les tranches marginales importantes. Donc pour des patrimoines importants, ça peut être assez judicieux de se servir de l'assurance vie, même au-delà des 152 500 €, ou pour dans le cadre de lignes collatérales également, parce que transmettre à des neveux ou des nièces, on peut transmettre beaucoup plus, évidemment. Donc, l'assurance vie est une sorte de couteau suisse qui permet évidemment de transmettre dans de très bonnes conditions quand on sait l'utiliser. Et l'outil central de la transmission, c'est évidemment ce qu'on appelle la clause bénéficiaire. Dans une assurance vie, on va devoir nommer des bénéficiaires. Nous, bien souvent, dans le cadre de notre travail, quand on regarde les clauses bénéficiaires des contrats, on a souvent ce qu'on appelle des clauses usuelles, donc qui désignent le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les héritiers. Il faut avoir à l'esprit qu'on peut faire ce qu'on appelle une ingénierie de la clause bénéficiaire, et on peut même on peut ajouter encore plus d'optimisation en travaillant à une clause bénéficiaire un petit peu plus spécifique qui va venir encore optimiser la situation patrimoniale et encore plus anticiper la transmission de son patrimoine financier. Dans l'Artigo, vous conseillez donc de détenir au moins un contrat d'assurance vie. Oui, je crois qu'après tout ce qui a été dit, ce serait difficile de dire le contraire. Il y a beaucoup d'atouts, on l'a vu en termes de droit, en termes successoral, également en cas de vie, la fiscalité est extrêmement faible. Si on a besoin de revenus, on peut retirer des revenus, ce qu'on appelle des rachats partiels programmés, éventuels, ou rachats partiels, en tout cas des rachats qui sont très peu fiscalisés. Donc c'est très intéressant également en termes d'outils de recherche de revenus. Donc évidemment, pour répondre à votre question, ouvrir un contrat d'assurance vie, bien sûr, c'est une évidence. Et j'irai même plus loin, je dirais que c'est intéressant d'en ouvrir plusieurs pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est en termes de protection. Vous savez sans doute qu'on en parle souvent dans la presse, qu'il existe des garanties. Alors pour les comptes bancaires, on parle de 100 000 €, mais pour l'assurance vie, on parle de 70 000 € par assuré. Donc, nous conseillons régulièrement à nos clients d'investir sur plusieurs contrats d'assurance vie pour bénéficier de plusieurs fois cette garantie de 70 000 €. Cette garantie, elle existe par le biais d'un fonds de garantie qui, évidemment, pourrait ne pas pouvoir faire face à toutes les faillites. Il faut quand même en être conscient. En fait, ça a l'avantage d'exister. Donc, avoir plusieurs contrats d'assurance vie permet de contrer cette problématique des 70 000 € de garantie. Et l'autre avantage d'en avoir plusieurs contrats d'assurance vie, c'est de bénéficier des différents avantages proposés par différents contrats d'assurance vie. Parce que quand on regarde des contrats d'assurance vie sur le marché, ils sont souvent, ils peuvent être assez différents. Certains peuvent avoir un très bon fonds en euros, c'est-à-dire un fonds à capital garanti. Certains peuvent avoir une pléthore de supports, un grand choix d'options, différentes possibilités. Je ne parle pas non plus des contrats dits luxembourgeois, qui sont aussi des contrats qui existent. Mais de manière générale, restons sur les contrats d'assurance vie, il est intéressant d'en avoir plusieurs pour aller choisir le meilleur dans son domaine et en avoir plusieurs. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire pour l'intérêt d'avoir un contrat d'assurance vie et d'en avoir plusieurs également. On va surtout l'intérêt aussi, un autre intérêt de l'assurance, de détenir plusieurs contrats et de pouvoir aller chercher plus un produit qui nous correspond, un produit innovant
et justement de pouvoir avoir la liberté d'aller ouvrir un nouveau contrat simplement pour aller chercher un produit innovant est aussi un avantage, hein, évidemment, puisque l'aspect fiscal, que ce soit en cas de rachat ou l'aspect fiscal sur la succession, est propre à chaque contrat d'assurance vie. Mais effectivement, en détenir plusieurs permet de répondre aux problématiques qu'a évoquées M. Lartigot, mais aussi à la volonté d'avoir des produits un petit peu innovants et performants, en tout cas en adéquation avec ce à quoi on aspire. Alors justement, comment composer un contrat d'assurance vie? Alors, ça c'est une question très vaste. La composition d'un contrat d'assurance vie, on parle aussi d'allocation de contrat d'assurance vie. On distingue deux grands types de fonds. Je vais évoquer le premier qu'on appelle le fonds en euros, et puis tout ce qui n'est pas fonds en euros est ce qu'on appelle des unités de compte. Pour revenir dans un premier temps sur le fonds en euros, Benoît l'a évoqué juste avant, il y a deux spécificités principales par rapport au fonds en euros, c'est-à-dire qu'un contrat qui propose un ou des fonds en euros apporte à son souscripteur une garantie contractuelle du capital investi. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est que l'assureur garantit à l'assuré un rendement. On ne garantit pas évidemment le montant de ce rendement, mais quand on investit toute ou partie de ces liquidités sur du fonds en euros, on a un engagement contractuel de l'assureur sur le capital investi et sur le fait qu'on va toucher un rendement. Bon, ça, c'est la première chose. Et je rajouterais qu'il y a un effet cliquet également. C'est-à-dire qu'on a, comme M. Reda le disait, un capital garanti, mais également cet effet cliquet, c'est-à-dire que le rendement qu'on a chaque année est acquis une bonne fois pour toutes. On ne peut pas revenir en arrière. C'est ça. Donc, si vous placez 100, vous avez 105 à la fin de l'année, si c'est bien placé. 105, ça sera compliqué quand même avec un fonds en euros, d'avoir 5%. Mais prenons pour l'exemple, on a 105, on garde 105. On repart de l'année à l'année 2 à partir de 105. Voilà, donc c'est bien un effet cliqué. C'est important. Voilà. Alors, le fonds en euros, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce qu'est un fonds en euros et surtout sur l'aspect du rendement du fonds en euros, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'adhérents qui connaissent ce type de support et qui en détiennent et qui sont témoins depuis plusieurs années de la baisse des rendements des fonds en euros. Il faut s'intéresser ici à la composition et en fait au moteur de performance d'un fonds en euros. On va ici différencier ce qu'on appelle les fonds en euros classiques, des fonds en euros entre guillemets innovants, donc qui ne sont pas des fonds en euros classiques. Le fonds en euros classique, par essence, est rémunéré depuis sa création par des obligations d'État, en fait, qui, il y a 20 ans, rapportaient des rendements très intéressants, puisque les obligations d'État rapportaient aussi des intérêts intéressants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, en fait, depuis plusieurs années. Donc, en fait, le gouvernement a incité très fortement les assureurs à essayer de rétablir un petit peu cette situation en baissant leur rendement et en se mettant en adéquation avec les rendements du moteur de performance de ces fonds en euros classiques. Donc, je vais juste faire une parenthèse pour ne pas oublier, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Reda. Aujourd'hui, effectivement, les obligations d'État rapportent assez peu et ça devient presque un miracle pour les assureurs d'arriver à donner un rendement. Prenons un exemple simple, quand un rendement ne serait-ce que de 1%, aujourd'hui, des obligations d'État rapportent moins. Donc, ils sont obligés de positionner une certaine partie de leur placement sur de l'immobilier également, sur des actions également, pour essayer d'aller tirer de la rentabilité supérieure pour pouvoir donner un rendement aujourd'hui qui n'existe pas structurellement avec ce que peuvent donner les obligations détenues. Les obligations détenues dans un contrat d'assurance, dans un fonds en euros, pardon, c'est au moins 85%, vous voyez, en gros. Donc, c'est compliqué avec 85%, qui est le moteur principal finalement, d'arriver à avoir une performance importante. Donc aujourd'hui, on est, en tout cas nous, dans le cadre de notre travail, on est dans une démarche d'éviction de ces fonds en euros classiques, et on va beaucoup plus travailler sur ce qu'on appelle des fonds en euros innovants, comme l'a dit, comme vient de le dire M. Lartigot, qui ont des moteurs de performance
par exemple un fonds en euros à prépondérance immobilière ou un fonds en euros qui va travailler sur les infrastructures. Voilà, aujourd'hui, on travaille nous, depuis plusieurs années sur des fonds en euros qui se défendent de ces obligations d'État et qui anticipent le fait qu'on va inéluctablement se diriger vers des fonds en euros qui ne rapporteront plus de rendement. Donc, si tant est qu'on a besoin dans son contrat d'assurance vie d'une part du capital qui soit à capital garanti, il faut impérativement préférer ce qu'on appelle des fonds en euros innovants. Voilà. Et voilà, au-delà de ce fonds en euros, on a tout ce qu'on appelle les unités de compte qui ne sont pas du fonds en euros. Voilà. De toute façon, les fonds en euros, cette année, sur l'année 2020, seront autour à peu près de 1% en moyenne. Et ça commence à 0,15, à peu près de ce qu'on a vu aujourd'hui, jusqu'à à peu près 2,70. Donc les fonds un peu innovants vont plutôt se rapprocher des 2,70 que du 0,15. Voyez, donc il faut toujours être à l'affût des nouvelles opportunités qui existent, parce qu'il y a une innovation permanente dans l'assurance, et en particulier sur l'assurance vie, parce que ça représente des enjeux économiques extrêmement importants, et les assureurs l'ont bien compris. Donc, ils essaient d'innover en permanence. Et il faut savoir qu'on innove encore sur ce sujet tous les jours. Après, il y a effectivement, au-delà du fonds en euros, si on n'a pas l'intention d'avoir son capital garanti, pas de volonté d'avoir le capital garanti, ou en tout cas qu'une partie de ses liquidités soit en fonds en euros, on va après travailler dans le reste de la composition de son contrat d'assurance vie sur des unités de compte. Alors là, on va pouvoir faire appel à pléthore de solutions. Encore une fois, détenir plusieurs contrats d'assurance vie vous permet de pouvoir diversifier encore plus la composition globale de vos assurances vie. On a par exemple la partie immobilière. On peut aujourd'hui investir en immobilier dans l'assurance vie. C'est très intéressant puisque la fiscalité sur les intérêts que les intérêts va générer, la fiscalité des intérêts générés par l'assurance vie est très avantageuse comparativement à tous les autres placements. Donc aujourd'hui, on peut aller chercher des solutions immobilières, donc avoir un moteur de performance immobilier, c'est-à-dire des loyers, c'est proprement parler du loyer, qu'on va loger dans l'assurance vie. Donc en fait, c'est avoir la rémunération et la stabilité et la pérennité de l'immobilier avec la fiscalité de l'assurance vie, sur laquelle on ne va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais retenez une chose, c'est que si on ne fait pas de rachat, eh bien on n'est pas fiscalisé. Et effectivement, si demain on fait un rachat, on ne sera fiscalisé que sur la part d'intérêt qu'on rachète. Donc l'immobilier dans l'assurance vie se décompose en plein de sous-catégories. On a des SCPI, donc Sociétés civiles de placement dans l'immobilier, dont on a déjà parlé et que les gens commencent aujourd'hui à connaître. Donc on peut détenir des SCPI dans l'assurance vie. On peut aussi détenir ce qu'on appelle des OPCI, pour organismes de placement collectif dans l'immobilier, qui est une partie un tout petit peu plus liquide que les SCPI, mais qui sont assez voisins. Plus risqué quand même. Et un petit peu plus risqué aussi. On peut aussi investir au travers de sociétés cotées dans l'assurance vie, ça se voit. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur des SCI. Donc, c'est entre guillemets un système de poupée russe qui vous fait investir dans des SCI. Donc, le point de départ est de se dire quel type d'SCI m'intéresse. Et cette SCI-là, puis-je la loger dans mon contrat d'assurance vie. Donc, ces SCI elles-mêmes détiennent de l'immobilier, des SCPI. Donc, toutes ces différentes subdivisions permettent de mutualiser et permettent de diversifier surtout, tout en ayant le moteur de performance de l'immobilier. Oui, ces SCI permettent d'investir sur des bureaux, sur des boutiques, sur des cliniques, sur différentes choses. Donc là, il faut faire attention, évidemment, en fonction de l'évolution. Mais on peut voir que quand même, ça a plutôt bien résisté en 2020, malgré cette crise sanitaire. Parce qu'on entend parler des bureaux et des commerces, mais enfin pour l'instant, je dirais que les SCPI ou les SCI détenant de l'immobilier tertiaire comme cela a plutôt très bien tenu. Mais il existe également des nouveautés, on parlait d'innovation, des SCI qui investissent sur le secteur du maintien à domicile des personnes. En gros, on achète de la nue propriété d'appartements parisiens, de personnes qui sont retraitées, qui ont un pouvoir d'achat
qui a diminué de manière considérable. Ils détiennent un actif en résidence principale qui a beaucoup de valeur, qui a pris beaucoup de valeur. En gros, ils le vendent à des investisseurs qui achètent la nue propriété. Ça leur permet de dégager de l'argent tout de suite. J'ai un appartement qui vaut 1 million d'euros à Paris. Je vends ma nue propriété. Globalement, c'est à peu près 40% de décote. Je vends 60% de la valeur. Je récupère 600 000 euros tout de suite, ce qui peut me servir à aider mes enfants, à acheter une résidence secondaire, à vivre mieux tout simplement. Et je garde la possibilité de rester chez moi jusqu'à la fin de ma vie. Donc on trouve, c'est un marché qui est très très profond. Ce n'est pas du viager, puisque le viager, il y a une rente assortie, il y a souvent un bouquet et une rente avec un aléa sur la vie, sur la mort plutôt. Là, c'est complètement différent. C'est un accord entre finalement un acquéreur et un vendeur, et on vend de la nue propriété et on garde l'usufruit. Donc ça marche plutôt très bien. Et ça a été mis en place, structuré par des sociétés de gestion. Elles sont assez peu sur le marché. Vous voyez, on parlait encore d'innovation. C'est vraiment parmi les dernières innovations. Et on arrive à avoir des rendements qui sont très, très, très importants par rapport à la prise de risque qui est quand même relativement faible, puisque le sous-jacent est un sous-jacent assez sûr. On parle toujours d'immobilier. Donc, il existe vraiment en permanence de l'innovation. Et c'est pour ça que M. Reda parlait des différentes possibilités d'investissement dans l'assurance vie. Il existe également, on peut évoquer d'autres unités de compte, comme les actions, par exemple, évidemment connues. Mais c'est intéressant de faire un focus sur l'année 2020, puisque l'année 2020, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Reda, ça a été une année très compliquée, avec une très forte baisse qu'on n'avait jamais connue. Ce sont les plus grosses baisses du CAC 40. Il y a une journée à moins 13%, jamais vu. Donc c'est allé très très vite, très fort, et c'est remonté assez vite. Mais il était possible de passer cette année 2020 très compliquée plus facilement en investissant sur différentes thématiques. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on conseille aujourd'hui, depuis assez longtemps maintenant, parce que ce n'est pas depuis 2020. On conseille d'investir les portefeuilles sur des thématiques, évidemment, en fonction toujours du profil du client, bien évidemment, en fonction de son tempérament de risque, son aversion au risque. On investit sur des actions qui ont des thématiques très, très précises. Ça peut être des investissements sur l'intelligence artificielle, par exemple, qui a évidemment passé une année 2020 très intéressante, plus qu'intéressante. Les performances sont stratosphériques, mais les années avant, ça marchait plutôt bien. Et on pense que l'intelligence artificielle marchera sûrement encore en 2021, en 2022, en 2023, etc. Donc, on travaille beaucoup sur des thématiques très spécifiques, par exemple sur la théorie de l'abonnement. Vous pouvez regarder vos différents prélèvements tous les mois. Vous avez des abonnements comme Netflix, Spotify, etc. Bon, tout un panel de sociétés aujourd'hui qui fonctionnent sur la thématique de l'abonnement, avec des chiffres d'affaires déjà récurrents au fil des années. Donc, je crois qu'il est important de dire que dans un contrat d'assurance vie, il y a le fonds en euros, autant choisir un bon fonds en euros. Il y a la thématique de l'immobilier, c'est très vaste, comme l'a évoqué M. Reda, et c'est vraiment très, très ouvert. Mais il y a également la partie action qui permet également de travailler sur différentes thématiques, y compris des thématiques très spécifiques qui sont très résilientes, qui permettent de bénéficier d'une très forte résistance aux baisses qu'on a pu connaître ces dernières années. Sur les thématiques innovantes en particulier, il y a plusieurs avantages quand on parle d'investir en actions ou en obligations sur son contrat d'assurance vie. Le gros avantage d'une thématique est que déjà, ça va beaucoup plus parler à l'investisseur. C'est-à-dire que si demain un investisseur, au travers de son profil d'investisseur, on se rend compte qu'il a une sensibilité particulière sur les nouvelles technologies, sur les progrès en médecine, en robotique médicale, etc., on va pouvoir, en fonction des contrats qu'on va choisir, aller chercher ces fonds-là qui sont des thématiques que l'investisseur connaît. C'est primordial aujourd'hui, quand on veut avoir un conseil abouti, que la personne qui vous fait des propositions vous parle de choses que vous connaissez, que vous pouvez maîtriser, que donc vous pouvez comprendre beaucoup plus facilement. Ça, c'est la première donnée. Donc aujourd'hui, les thématiques innovantes, elles sont assez évidentes.
on s'en rend compte par rapport à la crise sanitaire et par rapport à la conférence qu'on fait aujourd'hui. On a la thématique de tout ce qui est intelligence artificielle, de tout ce qui est système de paiement à distance, système de communication à distance. Évidemment, ce sont des thématiques très porteuses actuellement, depuis déjà quelques années et pour les années à venir. Mais évidemment, toutes les thématiques qu'on appelle les thématiques vertes, hein, donc les thématiques écologiques, sur les thématiques sur l'eau, sur le bois, sur les énergies renouvelables, il y a un fort intérêt à investir sur ces thématiques-là. Un double intérêt, pardon. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est écologiquement et économiquement responsable. Et la deuxième notion qui va de pair avec la première, c'est que ces sociétés-là sont aujourd'hui des sociétés qui font énormément de bénéfices et qui sont des sociétés qui capitalisent beaucoup. Donc, on peut aujourd'hui avoir un objectif, évidemment, hein, tout en étant en adéquation avec son profil, d'investir sur les actions dans un but de faire fructifier son argent, en ayant aussi une idée éco-responsable, socio-responsable des investissements qu'on va réaliser. La deuxième chose qui est très importante dans les thématiques innovantes, c'est la décorrélation des marchés. En 2020, le CAC 40 termine l'année à peu près entre -7 et -8%, alors que une thématique qu'on évoque beaucoup, c'est la thématique de l'intelligence artificielle. On travaille, nous, en particulier, sur un fonds qui a réalisé des performances de près de 80% en 2020. Donc, on ne dit absolument pas qu'il faut investir tout son argent sur ces thématiques-là. Encore une fois, il faut diversifier ses investissements. Mais le choix de thématiques permet de faire des investissements de conviction, c'est très important, et souvent des investissements qui sont décorrélés des marchés. En tout cas, ça me fait rebondir sur le fait qu'il faut diversifier parce qu'il y a des fonds qui ont fait 80%, des fonds qui évidemment ont moins bien marché. Mais il faut toujours avoir des convictions et surtout mutualiser le risque par le choix des différentes thématiques qui peuvent être, qui en s'accordant, vont avoir un effet bénéfique bien plus important. Alors ça, c'est très important. Je ne rentrerai pas là dans ces termes techniques de corrélation de portefeuille, mais c'est très important de le regarder. Ça se fait avec des logiciels, c'est très précis. Ça permet de mutualiser le risque sur les années. Puisque bien souvent, dans la composition d'un contrat d'assurance vie, quand on analyse les contrats de nos clients qui détiennent avant de nous rencontrer, on se rend compte que souvent, il n'y a pas d'adéquation entre les objectifs et le profil et ce qu'ils détiennent. Souvent par un manque de suivi ou par un manque de connaissances et d'informations. Mais encore une fois, il y a vraiment une nécessité à ce qu'on soit en adéquation avec les objectifs et le profil d'investisseur pour composer avec un peu de fonds en euros, un peu d'immobilier, un peu d'actions et d'obligations pour avoir de la diversification au sein de ces assurances vie et pour avoir un niveau de performance qui correspond à ses attentes. Voilà. Si demain quelqu'un n'est prêt à prendre absolument aucun risque sur son capital, eh bien évidemment les niveaux de performance seront voilà, de ce même acabit. Si quelqu'un demain est prêt à prendre sur une partie de son capital, à avoir une exposition sur les marchés, évidemment, les performances potentielles qu'il va en retirer seront plus importantes. Alors, Benoît Lartigot, un autre secteur dans lequel il est possible d'investir, c'est dans le capital de petites et moyennes entreprises. On parle de private equity. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors le private equity est une façon d'investir un peu différente. Alors, on sort de l'assurance vie, oui, non, parce qu'on expliquera qu'il y a un lien également avec l'assurance vie. Mais le private equity, de manière générale et depuis très longtemps, en théorie, une classe d'actifs qui est réservée à une élite, à des gens qui ont beaucoup d'argent ou à des institutionnels. Donc, de manière, depuis toujours, les personnes assez fortunées avaient accès au private equity. C'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, les tickets d'entrée qui étaient très importants, en général, on parlait de plusieurs millions d'euros, sont en train de baisser et donnent la possibilité à des épargnants, on va dire plus modestes, d'avoir accès à cette classe d'actifs qui est une classe d'actifs qui est
que je trouve moi très intéressante, puisqu'on investit dans l'économie réelle, dans les marchés non cotés, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas cotées, donc avec une volatilité beaucoup moins importante que sur les marchés. Quand je parle de volatilité, c'est de risque. Donc le private equity est moins touché. Et, par exemple, en 2020, avec cette crise sanitaire, le private equity n'était pas forcément touché, puisque ce sont des entreprises qui sont, encore une fois, non cotées. Donc c'est je dirais une classe d'actifs qui est assez intéressante, qui a comme inconvénient, si on peut trouver des inconvénients, d'être peu disponible, puisqu'on investit sur des entreprises qui vont souvent monter en puissance. On est encore une fois dans le non coté, donc c'est l'entreprise qui peut être à côté de chez moi demain, qui monte et dans laquelle on investit. Les investisseurs vont essayer de sortir avec une plus-value, évidemment, donc c'est tout le principe du private equity. Et donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, j'allais dire, se démocratise un petit peu, en tout cas par le biais de certaines banques et des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. On peut aujourd'hui avoir accès à des noms comme des grands noms du private equity, comme Rothschild, par exemple, qui est très, très connu dans le domaine, Ardian, BlackRock. Voilà, c'est des entreprises qui sont très connues et qui sont normalement réservées, ou en tout cas qui jusqu'à présent étaient réservées réellement à une élite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert, mais ça concerne encore des clients qui ont une certaine surface financière quand même, parce qu'il faut placer l'argent pendant un certain temps, ne pas en avoir besoin. Donc, on a tendance à dire que ça doit représenter 5 à 10% maximum des liquidités, et plutôt 5 des liquidités disponibles d'une personne. Mais c'est assez intéressant de s'interroger et d'avoir cette classe d'actifs en plus qui est vraiment très différenciante de ce qu'on peut trouver. On peut la trouver soit en direct, enfin on peut acquérir ou investir sur cette classe d'actifs en direct, mais également par le biais de l'assurance vie. Donc on trouve également aujourd'hui des possibilités d'investir dans le private equity, ça c'est assez nouveau. Aujourd'hui, les assureurs se sont ouverts à la possibilité d'investir. Alors, c'est dans des proportions assez faibles, hein, encore dans le pourcentage par rapport à ce qu'on peut investir au sein d'un contrat d'assurance vie. Ça peut monter jusqu'à 30% maximum, mais on peut avoir une certaine liquidité aujourd'hui qui est ouverte dans la possibilité d'investir dans du private equity au sein d'un contrat d'assurance vie tout en étant liquide. Voilà, ça c'est encore des innovations très spécifiques avec des grands noms aussi du private equity. Voilà, donc ce que je pouvais dire sur le private equity, qui est vraiment une classe d'actifs que je recommande, mais en étant très prudent, on va dire, dans l'approche. Mais ça peut concerner quand même certaines personnes. En tout cas, d'avoir accès à ce type d'investissement peut être assez judicieux. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Je vous en prie. Pour conclure, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs? Alors, il y a un proverbe qu'on est obligé de citer qui consiste à dire qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est évidemment un des conseils principaux qu'il faut donner aux adhérents qui nous regardent aujourd'hui. C'est vraiment de diversifier. Benoît parlait juste avant du private equity. Moi, je vais encore revenir sur un terme qui est cette échelle des liquidités. On a introduit nos propos en parlant du livret A. On termine en parlant du private equity. Évidemment, entre le livret A et le private equity, il y a une disponibilité qui n'est pas du tout la même. Mais sur un client patrimonial type, aujourd'hui, le private equity devient bien plus accessible. Ça rajoute, entre guillemets, une corde à l'arc de l'investisseur dans sa stratégie qui consiste à diversifier. Diversifier on sera toujours gagnant à diversifier, que ce soit au travers de livrets qui sont fiscalement optimisés, d'assurance vie qui contiennent des fonds en euros innovants, qui permettent d'investir dans de l'immobilier ou dans le maintien des seniors à domicile, investir dans des thématiques au travers de fonds actions ou obligations, des thématiques porteuses, des thématiques à venir. La diversification est aujourd'hui le maître mot. On parle tout le temps de diversification à nos clients et ça, c'est une donnée très importante. Ensuite, évidemment, quand on rencontre quelqu'un pour faire des investissements financiers, il faut impérativement que les personnes que vous avez en face de vous expliquent, soient exhaustifs sur
ce que ça va coûter, sur quel type de fonds on vous propose d'investir, sur la disponibilité des fonds qu'on veut placer. Voilà, ces données-là, on l'a répété, mais c'est très important. Disponibilité, l'adéquation avec son profil. Vraiment, toutes les solutions financières qu'on vient d'évoquer ne collent pas avec les objectifs de la plupart des investisseurs. Donc, il faut pouvoir, en préambule, faire un travail sur la situation patrimoniale notre situation patrimoniale à un instant T, quels sont les impacts, quel serait l'impact d'un décès prématuré, est-ce que je peux détenir autrement mes disponibilités, et si je suis décidé à les investir, comment je peux diversifier, comment je peux être accompagné sur le long terme et de manière suivie, et éviter évidemment ce qu'on appelle dans le jargon un empilement de frais, dans la mesure où on essaye effectivement de connaître le fonctionnement de chaque produit avant de faire un investissement. Parce qu'il faut savoir que les différents investissements dont on a parlé, finalement, on va aller de 0,15, je parlais de 0,15 parce que j'ai vu un fonds en euros qui est sorti, là, qui a donné son rendement il y a peu de temps, qui a fait 0,15, donc je l'avais en tête, mais on parle de 0,15 jusqu'à 15 à 20% par an, notamment sur le private equity. C'est un peu ce que vont aller rechercher les personnes qui investissent dans ce type de domaine. Donc, en fonction du tempérament, encore une fois, d'investisseur, je reviens encore dessus, mais on va aller chercher sa rentabilité en fonction du risque qu'on est prêt à prendre. C'est ce que disait évidemment M. Reda. On peut également investir, et je fais juste une parenthèse sur le private equity, entre guillemets, immobilier. Là, il y a également la possibilité aujourd'hui, il y a pas mal d'innovations, des fonds qui existent, qui permettent d'investir sur de l'immobilier plutôt parisien, de très très grand luxe, réservé plutôt à une clientèle de gens extrêmement aisés. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir accès à ces fonds-là qui permettent d'investir sans en plus IFI, sans payer d'IFI, parce qu'on investit dans des parts de sociétés et non pas dans de l'immobilier. C'est des sociétés qui achètent des appartements pour faire des travaux assez colossaux pour les réinvestir. Donc, c'est des sociétés qui permettent d'avoir des rentabilités au-delà, de chiffres également. Donc, c'est pour ça que je parle un peu de private equity également dans l'immobilier. Donc, tout ça pour vous faire toucher du doigt qu'il existe beaucoup de choses aujourd'hui, mais qu'il faut juste écouter les clients, voir ce qu'ils cherchent, et en fonction de ça, on peut faire du sur-mesure. Je dirais que l'objectif étant d'être si je devais prendre une image, une sorte d'épicerie fine qui puisse permettre de trouver le produit un peu miraculeux par rapport à, je dirais, les grandes surfaces, quoi. Voilà. Pour finir sur une image. Merci à vous. Alors, merci. Merci, mais nos internautes sont là et donc ils ont suivi cette conférence avec intérêt. Ils ont peut-être des questions. Ils ont les pieds sur terre, comme vous allez le voir, donc ils ont déjà une première question. Les frais d'entrée pour de l'immobilier sont-ils élevés? Donc de l'immobilier via l'assurance vie, j'imagine. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut leur donner une indication? On peut être un petit peu plus précis sur les termes, puisque quand on parle de frais d'entrée, si on évoque bien le fait de loger de l'immobilier dans l'assurance vie, on va distinguer deux choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle les frais d'entrée du contrat d'assurance vie, combien ça coûte pour ouvrir un contrat d'assurance vie, en fonction de l'interlocuteur avec qui on échange à ce sujet-là. Ça peut évidemment varier, hein, évidemment. Il y a ce qu'on appelle des frais d'entrée qui sont contractuels, sur lesquels on peut déroger plus ou moins intégralement. Donc ça, c'est la première chose. En particulier pour les adhérents de l'UNPI. Bon, après, dans l'immobilier, si on veut investir dans l'immobilier, c'est une très bonne question parce que quand on veut acheter de l'immobilier en direct, tout le monde le sait, on doit payer des frais d'acquisition. Donc, on doit payer des frais de notaire. Il faut savoir que si on veut investir au travers de l'assurance vie en immobilier, eh bien, les fonds par le biais desquels on veut investir ont vraiment acheté de l'immobilier, ont vraiment payé des droits d'acquisition qui doivent être en partie assumés aussi par les investisseurs. Donc, pour donner un exemple à la personne qui pose cette question, si demain on a l'intention d'investir dans des SCPI,
des sociétés civiles de placement dans l'immobilier au sein même de l'assurance vie, on va souvent visualiser effectivement la décote de ces fameux frais d'acquisition. Pour une raison très simple. Quand on investit en immobilier via l'assurance vie, l'assureur doit toujours garantir à ses assurés la liquidité des fonds. Si bien qu'on affiche ce qu'on appelle en assurance vie des valeurs de rachat. La valeur de rachat, c'est la valeur à un instant T que l'on peut racheter puisque 100% des liquidités qu'on place en assurance vie sont disponibles à tout moment. Mais dans la mesure où on investit dans de l'immobilier, effectivement, il y a eu des frais qui ne sont dus qu'en cas de rachat. C'est propre à la SCCPI. Et si on la loge en assurance vie, évidemment, on va visualiser ces frais puisque l'assureur doit vous donner la valeur des investissements faits au travers de l'assurance vie, déjà minorés de ces fameux frais d'acquisition. Donc, ça, c'est le cas pour les SCPI. Pour les actifs de type SCI, il y a exactement le même principe. Souvent, ces frais sont bien moins importants du fait d'une structuration sociétaire qui est un petit peu différente. Mais en effet, un des inconvénients, si on peut vraiment parler d'inconvénients, c'est que ces frais sont aussi dus quand on détient des fonds immobiliers au travers de l'assurance vie. Même si, pour reprendre l'exemple de la SCPI, c'est très important, si on investit 100 dans une assurance vie et qu'on met 100 dans des SCPI, même si on visualise une décote de ces fameux frais d'acquisition, quand je parle de frais d'acquisition, c'est grosso modo similaire à ce qu'on paye quand on fait un achat en direct. On est à peu près en moyenne à 8% sur des frais de notaire. C'est à peu près la même chose ici. En revanche, si on a investi 100, on va toucher du loyer sur 100. Ça, c'est très important. Voilà. Mais effectivement, dans une optique de récupérer ces fonds, puisque l'assureur vous les met à disposition à tout moment, eh bien, si on les récupère, il y aura la décote de ces fameux frais d'acquisition. Merci. Et nous avons la même question sur la partie frais de gestion. Sont-ils élevés? Ah, je ne sais pas si vous voulez… Sont-ils élevés sur l'assurance vie? Je n'ai pas plus… Oui, sur l'assurance vie. Oui. En gros, il y a deux types de frais. Il y a les frais de gestion des unités de compte et les frais de gestion des fonds en euros. Donc, les fonds en euros ont des frais de gestion qui aussi… on va dire entre 0,50 et 0,80 en général. Mais je dirais que ce n'est pas ça le plus important parce que c'est la qualité du fonds en euros qui va faire qu'il y aura une bonne ou une mauvaise rentabilité. Puisque les frais de gestion qu'on annonce chaque année, qui sont annoncés par la presse, qu'on peut voir partout, sont annoncés toujours frais de gestion, la plupart du temps, frais de gestion déduits. Donc, ce qu'on regarde, c'est la rentabilité nette. Quand on parlait tout à l'heure de 0,15 ou de 1% pour la moyenne, je parlais toujours en net de frais de gestion. Donc, peu importe, j'allais dire, si on a 0,80 de frais de gestion, mais qu'on fait 2%, n'importe quoi, par rapport à un contrat par rapport à un fonds en euros qui aura 0,40 de frais de gestion, mais qui ne fera qu'1%. Voilà. Donc, il faut pas, les frais de gestion, il faut faire attention sur les fonds en euros. Après, sur les unités de compte, globalement, c'est entre 0,80 et 1% en moyenne de frais de gestion. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne allocation d'actifs et essayer d'avoir de la performance pour pouvoir bien récupérer les frais de gestion. Généralement on y arrive. Mais c'est une question effectivement qui peut se poser. Mais c'est à peu près ce qui se trouve en moyenne. J'essaie de donner une moyenne à peu près de ce qui peut se faire à peu près partout, chez les banquiers, chez les assureurs, chez les gestionnaires de patrimoine indépendants. C'est à peu près ce qui se fait sur le marché, entre 0,8 et 1% sur les unités de compte. Voilà. Et je dirais que les frais, parce qu'on parle des frais et que je vois qu'il y a deux questions sur les frais, c'est très important. Et vous voyez qu'en préambule, on l'a soulevé, donc on est tout à fait conscient que c'est très important, les frais. Il faut faire attention aux frais parce que ça peut gréver la rentabilité, c'est une certitude. Mais c'est surtout la qualité de gestion et la qualité des produits qui va faire la différence. Toujours pareil. Il faut vraiment faire le lien entre les deux questions, en fait. Ce sont les frais de gestion et les frais d'entrée sur un contrat d'assurance vie. Les frais de gestion, qu'on détienne un contrat au travers d'une banque, d'un assureur, ou qu'on ait fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine, les frais de gestion sont dus. Les performances du contrat sont systématiquement affichées,
en tout cas dans ce qui nous concerne, net de frais de gestion. Ça, c'est très important. Les frais de gestion, il faut savoir ce que c'est. C'est quoi des frais de gestion? En fait, c'est, comme son nom l'indique, c'est la rémunération que l'assureur perçoit pour la gestion du contrat. Cette rémunération peut être partagée entre l'assureur, qui est le dépositaire des fonds, et éventuellement un gestionnaire. Si bien que toutes les questions qu'on a évoquées dans cette interview sont très importantes, et notamment la composition d'un contrat d'assurance vie, puisque si demain un investisseur place 100 et qu'il a une composition qui est, alors encore une fois, on se répète, en adéquation avec son profil, mais qui a une composition telle qui fait que l'année d'après, eh bien, il aura 103 par exemple, il a plus 100, il a gagné 3%, eh bien, la première année, la personne qui va gérer son contrat sera rémunérée un pourcentage de ses 100, et l'année qui suit sera rémunérée un pourcentage de ses 103. Donc, en fait, il faut avoir à l'esprit que ces frais de gestion, la personne qui va gérer un placement en assurance vie n'a absolument pas intérêt à ce que les fonds et ce que le placement perde de sa valeur et perde de sa performance, puisque le gestionnaire est aussi grévé sur ses propres rémunérations. Mais c'est un de ses moyens de se rémunérer. Et ensuite, il y a effectivement les frais d'entrée, qui là, c'est plus, entre guillemets, un droit d'entrée pour pouvoir avoir accès à tel ou tel contrat, qui là, sur lequel il y a beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de latitude sur les frais qui sont pratiqués à l'entrée. Donc, les frais d'ouverture d'un contrat d'assurance. Merci. Merci à tous les deux pour votre intervention de ce soir. Je rappelle que la permanence de Thibaut Rueda à l'UNPI a lieu les 2e lundis du mois de 13h30 à 17h et les 4e mardis du mois de 9h à 12h. Notre prochain rendez-vous ici portera sur la déclaration de revenus. Il aura lieu le mercredi 5 mai à 17h. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Bonsoir.